Et j'appelle donc nous avons Madame Leveillé, Madame Stips et Madame Durand, si elle le souhaite. Et puis, on a également toute l'équipe de la page autour de la plateforme de prêt de matériel qui est bien attendue. Et puis, nous avons vu déjà l'importance de la prévention, l'importance de l'accompagnement. Et après avoir explicité bien les troubles musculo-squelettiques, maintenant, c'est quels sont les acteurs qui vont permettre à l'employeur et à l'agent bien de bénéficier de ressources pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Alors, nous allons commencer par l'intervention de Madame Leveillé de la RACT Guyane. Donc, on a vu notamment tout à l'heure à plusieurs reprises que la question de la sensibilisation, alors on a vu que en matière de santé au travail, en fait, si l'employeur veut optimiser, réduire l'impact de la santé de ses agents, à la fois sur les agents et à la fois sur son activité, pour faire simple, il y a deux leviers. Il a la prévention, éviter que les problèmes ne surviennent. Et puis, il a le curatif, c'est-à-dire que quand les problèmes sont là, eh bien, c'est de les traiter de manière précoce. Et ce curatif, en fait, c'est la politique handicap, avec les acteurs internes et puis les acteurs, notamment les moyens mis à disposition des employeurs par le FIPHFP. Vous allez nous présenter la RAC, notamment. Donc, si on vous a sollicité, c'est parce que vous pouvez proposer aux employeurs des actions de sensibilisation, soit en prestation, soit leur fournir des outils. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les employeurs peuvent vous solliciter et les services que vous pouvez leur apporter? Bien entendu. Tout d'abord, je me présente, Claude Audrey Léveillé. Je suis directrice de l'association ARACT Guyane, association pour l'amélioration des conditions de travail en entreprise. Je vais quand même faire référence à la loi du 2 août 2021 sur le renforcement finalement de la santé au travail qui a aujourd'hui matérialisé la impérative nécessité de prendre en considération le bien-être professionnel vraiment pour permettre aux salariés, aux employeurs finalement de rayonner chacun dans le cadre de leur mission. Et donc, c'est à juste titre que le ministère en charge du travail, à l'initiative bien entendu de la DGCOPOP et de la DETCC, ont finalement formulé cet appel finalement à candidature où les partenaires sociaux du territoire guyanais ont répondu favorablement. Donc, nous avons les partenaires finalement qui représentent le patronat et également finalement le volet salarié, donc tels que le MEDEF, bien entendu Force ouvrière, CDTG, CFDT, UTG, CFTC, pour la simple bonne raison qu'il n'y a finalement que ces partenaires qui ont en premier abord finalement les retours de chacune des personnes qui seraient concernées par une difficulté dans le cadre professionnel. Quand on vous dit vous syndiquez, ça vous parle immédiatement et donc ça sous-entend aussi que les problématiques, elles, sont reportées à ces structures et ces corporations syndicales qui travaillent et qui œuvrent, je dirais, avec engagement, avec une certaine mobilisation pour permettre à l'ensemble des personnes qui sont concernées par des difficultés de tendre vers un cadre professionnel qui soit bien sûr adapté à la condition. Vous pouvez passer à la slide suivante. La volonté, au travers bien entendu de cette loi, eh bien, c'est de pouvoir à un moment donné apporter une expertise aux entreprises. Je parle d'entreprise, mais on peut aussi accompagner les structures publiques, raison pour laquelle je suis présente ici, au travers d'accompagnements individuels, mais également dans le cadre de projets collectifs. Nous sommes là aussi pour expérimenter, capitaliser, transférer à destination du plus grand nombre et donc permettre peut-être à un moment donné, quand vous identifiez une difficulté au sein de vos services, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une solution? Le salarié qui est absent de manière régulière, le salarié qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour
permettre à chacun de pouvoir s'entendre et de trouver des solutions qui favorisent l'efficience de la structure dans laquelle vous êtes. Dans les structures publiques, on est d'accord? Votre action, elle contribue au bien-être de la population. Donc, quand un salarié, finalement, n'est pas là, ou quand on n'identifie pas les problématiques qui nous amènent à bien ne pas comprendre pourquoi le dialogue ne se poursuit pas, eh bien, il y a une conséquence. Et donc, pour nous amener finalement à travailler ensemble, pour nous amener finalement à travailler de concert, pour nous amener finalement à travailler avec une certaine technicité, comme l'a pu le dire M. Guénaud, eh bien, l'ARACT se tient finalement aux côtés des services supports pour penser un mode opératoire, un mode de fonctionnement adapté et qui permettrait à tout un chacun de se retrouver et peut-être, comme on a pu le dire, au travers de ces merveilleuses personnes qui ont pu témoigner juste avant, eh bien, on fait preuve de résilience parce que notre cadre de vie nous amène à ça, mais parfois, il nous faut être aidés pour arriver jusque-là. Donc, je continue. Notre volonté, en tout cas notre démarche, c'est bien sûr d'intervenir au sein des structures ou des entreprises, des partenaires comme aujourd'hui, où M. Guénaud, effectivement, le FIPH, PHP nous sollicite, mais également au travers du PRIT. Aujourd'hui, Mme Ledieu, qui a contribué à ce que finalement je sois ici pour amener finalement chacun à comprendre que cette structure est existante sur le territoire guyanais et qu'elle peut amener bien, beaucoup de bienfaits. Donc, on est sur une démarche de bienveillance. On l'a bien compris, le contexte social est extrêmement lourd, périlleux. La période Covid-19 a amené des difficultés. Et on a besoin finalement d'avoir un point de vue qui diffère, un point de vue neutre, parce que c'est ce qui va changer. Aujourd'hui, on se dit, il a été absent pendant un certain nombre de temps. Ah oui, il joue de ça. Eh bien, on doit amener finalement chacun à comprendre qu'il y a des raisons. On ne peut pas d'ores et déjà prendre, je dirais, parti sur une situation. Et c'est amener tout cela, préparer aussi les services supports. Quand je parle service support, je parle de service RH qui, à un moment donné, aurait besoin d'un appui technique pour pouvoir engager des démarches favorables auprès des différents agents de la collectivité. On peut continuer. Notre offre de service, bien entendu, elle est à la carte. Donc, c'est-à-dire que nous nous adaptons suivant les besoins qui nous sont demandés et proposés. On en arrive donc à la partie très importante. Comment nous pouvons être utiles dans le cadre effectivement de ce sujet actuel? Nous pouvons aujourd'hui réaliser des audits au travers de professionnels bien déterminés. Madame a parlé, l'ergonome psychologue du travail, qui pourrait intervenir au sein des structures pour réaliser un état des lieux, qui pourrait très clairement identifier, on a parlé de RPS, parce que ça aussi, c'est une problématique qui est malheureusement très prenante et qui pèse sur bon nombre de structures. Donc, nous pouvons, à ce titre, au travers de cette structure, intervenir là-dessus. Nous faisons effectivement des accompagnements, mais dans le cadre de cette situation, nous laisserons bien entendu la mission déployée par d'autres partenaires qui sont vraiment spécifiques en la matière. Et nous finirons par la formation et la sensibilisation. Aujourd'hui, comment accompagner les services supports à l'intégration et la réintégration des personnes après une période de longue maladie? Comment pouvons-nous permettre à chacun de pouvoir se positionner et de ne pas stigmatiser forcément cette personne qui revient et qui n'a pas souhaité très clairement être dans cette configuration, qui fait preuve de résilience à la maison? Est-ce qu'elle a besoin finalement que tout le monde la regarde et la pointe du doigt? On peut travailler cela. On l'a dit à plusieurs reprises, on peut avoir un contact avec ces personnes durant leur temps d'absence qui permet effectivement de leur permettre de comprendre qu'elles existent encore pour la structure. Je ne suis pas là, la maladie en soi n'est pas une fin. On a finalement à comprendre que nous devrons compenser. Comment allez-vous pouvoir réintégrer votre structure? Donc, l'ARACT peut effectivement mettre en place, en œuvre, avec les services supports suivant les besoins, des actions de sensibilisation ou de formation qui pourraient être bénéfiques et permettraient à chacun d'être pris en considération. Je continue. Donc, c'est cette même slide, vous pouvez passer juste après. Donc, comment contacter l'ARACT Guyane pour les problématiques relatives à l'amélioration de la qualité de vie au travail? Par le biais de notre site internet www.aractguyane. Vous pouvez faire une photo de la slide. Et bien entendu, j'ai mis des flyers à votre disposition par courriel et également par téléphone. Il faut savoir vraiment que nous avons cette volonté, au travers du conseil d'administration, de porter cet outil ARACT Guyane le plus loin possible. On se rend compte que sur le territoire guyanais, il y a de nombreuses difficultés. Il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, mais on a quand même un contexte social où la maladie était quand même cachée pendant très longtemps.
au niveau finalement de notre structure. Il y a une difficulté pour tout un chacun à faire face parfois effectivement au handicap. Donc on doit déconstruire, on doit accompagner cela. Et pour le faire, eh bien, des techniciens en la matière prennent le temps, analysent la situation. Parce que quand je vous parlais d'offres à la carte, c'est-à-dire que ce qu'on va déployer pour le CHT, ça ne sera pas forcément la même démarche pour le centre pénitentiaire ou éventuellement pour d'autres structures. Donc nous prenons le temps finalement de rencontrer les personnes concernées. Nous prenons le temps de réfléchir à un mode opératoire qui soit efficient et efficace pour que nous puissions au final tendre vers un mode de fonctionnement qui puisse être pertinent et qui puisse à un moment donné eh bien, amener chacun à être pris en charge avec bienveillance. Et que derrière, eh bien, on puisse se dire, eh bien, je viens au travail, mais quel plaisir, malgré mes difficultés de la vie. Alors, merci pour votre intervention. Peut-être y a-t-il quelques questions? Alors, ça nous semblait important d'avoir un partenaire qui effectivement propose des prestations et qui va être en capacité de vous accompagner dans vos actions de sensibilisation. Mais il faut savoir que le FIPHFP vous propose de nombreux outils déjà réalisés qui sont vraiment à votre disposition et qui peuvent vous permettre de faire des actions de sensibilisation régulièrement tout au long de l'année en utilisant des outils qui sont déjà prêts à l'emploi. Là, je suis sur le site Plufi. Vous êtes employeur, je vais dans employeur. Je vais dans centre ressources employeurs, il y a un centre de ressources. D'accord? Et ensuite, alors là, on a beaucoup de ressources. Donc, on va prendre la thématique sensibilisation, communication. C'est quand même assez clair. Et ensuite, vous allez retrouver un certain nombre d'outils. Moi, je vais attirer votre attention sur deux outils. Il y a un outil boîte. Donc, ça charge. Pour en savoir plus. Boîte à outils sensibilisation au handicap. Et là, j'informe, je sensibilise mes agents, j'ai un dépliant, j'ai une version web, j'ai des affiches, j'ai des quiz sur différents types de handicap, j'ai des bandeaux, j'ai des fonds d'écran, j'informe, je sensibilise les cadres. Les cadres ont un rôle essentiel. Si on veut traiter de manière précoce, c'est eux qui voient les problèmes. Il ne faut pas attendre qu'ils crient au secours au service RH. Parce que là, je compare souvent avec l'incendie. Quand les flammes sortent des fenêtres et sont dans la charpente, il n'y a plus grand-chose à sauver. Eh bien, quand les cadres crient au secours au CBO-CRH, eh bien, vous savez, c'est bien souvent compliqué. Donc là, on a un certain nombre de vidéos, etc., de bandeaux. J'informe les futurs candidats, j'informe différents acteurs ressources, etc., etc. Tout ça, c'est très opérationnel. Et il y en a une autre. Il y a deux, je vous ai dit que je vais vous en présenter deux. C'est la valise de la SEPH, c'est la semaine pour l'emploi semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et donc là, on est dans le même esprit, c'est nous qui l'avons fait. Vous allez retrouver des mailings qui sont tout prêts. Par exemple, je ne sais pas si on fait, tiens, sécurisation du retour après un arrêt de travail, histoire de... Hein, on est un petit peu sur le sujet, bon, ça va charger. Donc, en fin de compte, c'est un mailing qui va être tout prêt. Vous n'aurez plus qu'à mettre un petit texte au début, une signature à la fin, et puis vous avez un mailing avec... il y a des liens sur des vidéos, il y a des liens sur... enfin bref, il y a le témoignage d'un médecin du travail qui explique son rôle. Bon, c'est un petit peu long, je vais laisser charger. Mais tout ça pour vous dire que oui, il y a des partenaires, c'est bien, et puis ça permet de faire des actions en présentiel, des actions pleines de vie. Mais en fait, là, vous avez l'électronique qui permet de faire de manière très efficiente des actions de sensibilisation toute l'année. Il y avait une question? Je ne sais plus. Non, eh ben alors, on va dire que c'était ma question et ma réponse. Je vous propose de poursuivre. Donc là, nous avons vu comment travailler sur la prévention et sur la sensibilisation. Et puis, on a un acteur central qui est l'acteur central de l'offre de service du FIPHFP auprès des employeurs, c'est Cap Emploi. Hein. Donc, votre équipe, vous avez été évoqué à plusieurs reprises.
expliquez-nous comment Cap Emploi peut intervenir auprès des employeurs, comment les employeurs peuvent vous mobiliser, et notamment, et en précisant bien si vous pouvez intervenir pour accompagner des personnes qui seraient en arrêt de travail et pour lesquelles on souhaiterait préparer leur retour. Alors, bonjour à tous, Madame Durand, responsable du Cap Emploi Guyane. Je suis accompagnée de Vanina Stipe, coordinatrice. Nous sommes 6 au sein du Cap Emploi, donc moi compris et Vanina. Donc, si je peux vous présenter, Cap Emploi est un organisme de placement spécialisé. Nous avons 2 missions principales. Je vais vous détailler. Bien sûr, l'action ne vous concerne pas, mais je trouve que c'est dans le cadre de notre intervention aujourd'hui, mais je trouve intéressant de vous en faire part malgré tout. Donc, nous avons un accompagnement vers l'emploi. Donc, on informe les demandeurs d'emploi sur leur insertion professionnelle. On les conseille également dans la construction du projet professionnel. On les accompagne à l'élaboration de ce projet, que ce soit par la formation, par la mise en forme du CV, et on facilite la prise de fonction par l'adaptation du poste de travail. Donc, la mission qui vous intéresse plus dans la thématique de ce jour, c'est le maintien dans l'emploi. Donc, on maintient, on conserve, on conseille les personnes sur leur poste de travail. Donc, l'idée étant de mobiliser des aides du FIPH de manière à faciliter ce maintien. Donc, on parle de maintien dans l'emploi et en emploi. Les fonctions publiques, c'est un peu plus complexe, je dirais, puisque vous avez vos propres organismes internes. Donc, l'idée, c'est que nous vous sollicitez dès lors que tout le cheminement interne, quand je parle du maintien en emploi, c'est maintenir les personnes en situation d'employabilité de manière générale. C'est-à-dire que là, elle est vraiment en inaptitude à tout poste, etc. Donc là, fonction publique, vous avez vos organismes en interne et on intervient à la toute fin. Et on peut mettre en place des conseils en évolution professionnelle s'il y a besoin. Excuserez, mais moi, ce n'est pas du tout la vision que j'ai du Cap Emploi. Le Cap Emploi peut intervenir à partir du moment, d'ailleurs, que la personne soit reconnue travailleur handicapé ou pas, oui. À partir du moment où le problème de la santé commence à questionner la tenue du poste. Dès lors qu'il y a un besoin de compensation. On est bien d'accord. Donc, en fait, parce que là, ou alors j'ai été inattentif. Je suis allée trop vite. Mais j'ai cru comprendre qu'il fallait attendre que la personne soit inapte à tout poste pour vous appeler. Non, non, non. Et là, on n'était pas dans la précocité qu'on imaginait. Non, non. Donc j'ai mal compris. Je vous en prie. Je reprends. Peut-être que je suis allée trop vite, c'est vrai. Donc, on intervient dans le maintien dans l'emploi. Donc, on peut mettre en place, je laisserai la suite à Vanina, je ne veux pas empiéter sur ce qu'on a prévu. Mais oui, on intervient. L'idée, c'est d'éviter justement une aptitude. Donc, c'est pas une intervention. Quand je parle d'une attitude, je parle de maintien en emploi pour la fonction publique. Voilà. On intervient également auprès des employeurs, donc notamment pour les informer sur l'obligation des 6%. On les aide également à la recherche de profils en fonction de leurs besoins de recrutement et on les accompagne donc au niveau du maintien dans l'emploi et notamment pour éviter la perte d'emploi et dans l'idée d'une transition professionnelle. Donc, je ne voulais pas empiéter sur la deuxième slide, je laisserai la suite à Vanina. Bonjour à tous, donc Vanina Stipe, coordinatrice au Cap Emploi. Donc, pour éclairer les propos de Madame Durand, donc nous accompagnons toute personne au-devant d'une situation de handicap dès lors où son handicap impacte son poste de travail. Une personne est reconnue en situation de handicap
pas que par la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais par si elle est éligible à la H, elle est reconnue en maladie professionnelle, elle perçoit une pension militaire pour la fonction publique. Voilà, donc il y a différents types de publics relevant de notre accompagnement au sein du Cap Emploi. Et dès lors où le poste de travail est impacté par la santé, pas que par le handicap, mais la santé de la personne impacte son poste de travail, elle peut solliciter le Cap Emploi pour être accompagnée. Ça veut bien dire, en complément, qu'il n'y a pas d'exigence de reconnaissance pour pouvoir vous mobiliser. Et ça, c'est important que les employeurs entendent bien ça. C'est très important. C'est à partir du moment où, effectivement, on voit bien que la santé s'invite sur le travail, on voit bien qu'il va falloir adapter les conditions de travail pour que ça se passe mieux. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir intervenir. Et la question de la demande d'RQTH, etc., ben ça c'est quelque chose que vous allez aborder dans l'accompagnement de l'agent, et vous êtes un acteur extérieur, donc, puisque l'employeur, pour des questions, on a vu que les taux n'étaient pas respectés, donc on peut imaginer que l'agence dit, attends, il a envie de baisser sa contribution fixe, c'est peut-être pas mon intérêt, alors que là, quand c'est vous qui le présentez, l'agent va bien comprendre l'intérêt de faire l'RQTH pour pouvoir bénéficier notamment de... L'aménagement de poste est financé par le FIP et l'étude ergonomique sans nécessité d'être bénéficiaire d'obligation d'emploi. Mais pour la plupart des aides du FIP, c'est quand même nécessaire. Tout à fait. Alors, en effet, beaucoup de personnes peuvent nous solliciter et la démarche n'est pas encore faite. Donc, on est là aussi pour expliquer, pour dédramatiser, démystifier, parce que du coup, les personnes ont très peur de faire la démarche et surtout ont peur d'informer l'employeur, de peur d'être mis dans une case, d'être mis être isolé. Au placard. Exactement, je cherchais, au placard. Et alors que non, le statut de travailleur handicapé va nous permettre, en tous les cas au sein du Cap Emploi, de mobiliser les aides, les différentes aides que je vais présenter tout à l'heure, aider l'employeur à bénéficier d'aide à la compensation via le FIFRE, et différentes mobilisations, différentes mesures pour en tous les cas aider au maintien de l'agent sur son poste de travail en interne ou sur un autre poste. Donc pour pouvoir être accompagné par le Cap Emploi, donc soit l'agent est en arrêt de travail, soit il est sur son poste de travail. Donc quand l'agent est en arrêt de travail, il peut solliciter le Cap Emploi pour être informé, pour pouvoir anticiper sa reprise de poste. Donc pour pouvoir anticiper la reprise de poste, automatiquement on va solliciter le médecin préventeur, le médecin du travail, puisque nous ne sommes pas docteurs, donc il y aura un point sur la santé qui sera fait, et on va accompagner l'agent et son administration pour pouvoir au mieux l'intégrer sur son poste de travail. Donc tout au long de son arrêt de travail, il y a des aides qui sont mobilisables. Donc on a parlé du bilan de compétences, mais il y a un dispositif qui est financé, qui est l'Inclus Pro. Donc la personne qui est en arrêt de travail depuis un certain temps, donc elle aurait besoin d'être remobilisée, de reprendre ses activités, de reprendre une vie sociale liée au travail, donc pouvoir sortir de chez elle, rencontrer du monde, se resociabiliser, parce que des fois la maladie peut isoler. Donc du coup, l'Inclus Pro sert aussi à ça, à reprendre certaines habitudes de sociabilisation, et si besoin sur un travail, sur un éventuel emploi, puisque le médecin du travail peut par moment anticiper le fait qu'il y aurait une inaptitude sur le poste initial. Donc du coup, il y aura un travail sur un nouveau projet professionnel où là, on prend la casquette de CEP, donc de conseiller en évolution professionnelle, et accompagner la personne dans cette démarche. Donc du coup, on fait le lien avec son administration, son employeur, pour pouvoir l'aider à cette transition en interne. Donc il y a également des personnes qui sont en emploi et qui ont une problématique de santé, et ces personnes sont que voilà, sa santé, in fine, ne lui permettra plus d'occuper ses fonctions. Donc du coup, là également, elle peut solliciter le Cap Emploi et un travail va être mis en place. Donc si les démarches de reconnaissance ne sont pas faites, on peut l'aiguiller vers les partenaires adéquats. Si il y a donc l'impact sur le poste de travail, solliciter la visite auprès du médecin du travail. Je n'ai pas précisé, mais quand les agents sont en arrêt de travail, il y a la visite de pré-reprise. C'est une demande
de l'agent lui-même auprès du service de santé au travail pour pouvoir faire un point sur sa reprise de poste. Je n'avais pas précisé, et elle est importante, très importante, même ça nous permet d'avancer, d'anticiper beaucoup de mesures et beaucoup de réadaptation de poste pour une reprise. Donc, quand la personne elle est en poste de travail et qu'il y a un impact sur son poste, il y a différentes mesures qui existent, telles que les prestations d'appui spécifiques. Elle est en difficulté, je vais prendre un cas le plus simple possible, elle a un problème de dos, elle n'est pas installée correctement sur son poste de travail, son administration constate que la personne est en difficulté, elle va solliciter le Cap emploi. Nous, on va mobiliser l'intervention d'un ergothérapeute, parce qu'il y a des financements spécifiques pour tout ce qui est prestations d'appui spécifiques, donc prise en charge par la GFIP et le FIF, donc pour l'intervention d'un ergothérapeute, l'intervention d'un ergonome, donc du coup, n'est pas à la charge de l'administration. Donc tout ça dans le but d'adapter le poste de travail, d'améliorer les conditions de travail et de maintenir cette personne à son poste. J'ai mis un schéma que j'utilise souvent pour présenter la place de Cap Emploi dans l'offre de service du FIP-HFP. On retrouve le Cap Emploi qui est effectivement au centre, qui peut mobiliser des experts. Alors ces prestations d'appui spécifiques, c'est vraiment des experts qu'on trouve. Alors, le FIP avec la GFIP sont quand même forts parce que ils arrivent à assurer la même offre de service sur tous les départements de France, Guyane compris. Donc il y a un gros travail pour mobiliser des acteurs, trouver des expertises, des compétences, et puis pour arriver à traiter les situations même les plus pointues. Je vous en prie. Non. Donc pour rajouter à cette présentation, donc lorsque on sollicite l'ergothérapeute pour l'aménagement de poste, donc il existe différents types de prestations d'appui spécifiques. Il en existe 6. Donc les prestations avec l'intervention de l'ergothérapeute seront dues à des déficiences, des handicaps moteurs, visuels. Et pour les troubles cognitifs, le prestataire étant la page, donc du coup, ça sera mes collègues qu'on va solliciter pour pouvoir faire intervenir un ergothérapeute pour pouvoir voir le besoin, identifier les besoins de la personne sur son poste de travail. Et suite à cela, donc je vais vous expliquer comment ça se déroule. Donc l'ergo intervient, donc prend contact avec l'employeur, avec la personne dont on a communiqué les coordonnées, et une visite de poste sera faite. Donc sur site et en télétravail si la personne télétravaille et que ça a été mis en place par son administration. Donc suite à cela, des visites sont effectuées, des matériels de compensation sont identifiés. Il y a une visite qui est faite auprès des fournisseurs du territoire pour pouvoir du coup éditer des devis pour que la transmission soit faite et l'achat du matériel effectué. Et quand le matériel n'est pas disponible sur le territoire, il y a le centre de ressources qui rentre en jeu où on fait des demandes de prêt de matériel. Donc il faut savoir que au niveau de la fonction publique, c'est 4 mois de prêt. On va réaliser en fait par rapport à... J'ai évoqué 3 mois pour la simple bonne raison que normalement ça aurait dû déjà être fait, mais nous avons été précurseurs, je dirais, par rapport au principe de plateforme d'essai de prêt de matériel sur les Antilles-Guyane. Et c'est une volonté que toutes les régions soient pourvues d'une plateforme. Et il y a eu une étude qui a été faite et il y aura une harmonisation globale qui va être faite et qui a été ramenée à 3 mois. Donc je suis déjà dans cette perspective, c'est pour ça. Et du coup, 3 mois donc, pour toutes les régions, mais avec toujours la possibilité de renouveler en cas de besoin, parce qu'il y a un retard par rapport à la livraison, et donc il y aura besoin de mois supplémentaires. Donc bien évidemment, par l'intermédiaire du FIP-HFP, il y aura la validation de prolongation de 1 mois ou 2, pour qu'il n'y ait pas de rupture entre le temps où la personne aura bénéficié du matériel et puis le temps de réception de son matériel dédié. Mesdames, je pense que vous venez de faire la transition pour l'intervention suivante, qui est la présentation de la plateforme de prêt de matériel. Alors on aura un tout petit retard, mais de toute façon, moi je suis sur place. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu moins grave. Accordez-nous un quart d'heure. Je pense qu'en
En un quart d'heure, on arrivera, il nous reste 20 minutes avant midi et quart, et donc allez, on aura à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour la présentation de la plateforme, et puis quelques minutes pour la clôture de l'événement. Donc je vous en prie, donc la présentation, donc merci de la plateforme. Juste pour conclure l'intervention de Cap Emploi, moi souvent je compare Cap Emploi à dans notre système de santé. Quand on a un problème de santé, qu'est-ce qu'on fait? Madame Sédia, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un problème de santé? Vous allez voir votre médecin généraliste. Et puis si votre médecin généraliste sait traiter, il traite. Vous avez une angine, il vous donne ce qui va bien. Si c'est trop pointu, il vous envoie vers un spécialiste. Ils font tous comme ça, vos médecins généralistes. Bon, on est d'accord. Eh bien, Cap Emploi, c'est la même chose. C'est un généraliste de la compensation du handicap. Donc, quand on a un problème de compensation du handicap, on va voir le Cap Emploi. Et si à un moment donné, s'il peut gérer, il gère. Et si à un moment donné, c'est un peu trop pointu, eh bien, il y a toutes les prestations d'appui spécifiques. Il y a un CLUPRO, il y a etc. Et on vous demande... Ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il y a ce réseau d'experts. Mais à la limite, si vous ne les mémorisez pas, c'est pas bien grave, parce que après c'est le cœur de métier de Cap Emploi. Donc on va avoir notre médecin généraliste, on sait qu'il y a des spécialistes, on ne les connaît pas tous, et ça c'est le travail de notre médecin de bien nous orienter. Ben, c'est la même chose pour Cap Emploi. Je vous propose de passer à la plateforme d'essai et de prêt de matériel. Mesdames, comment ça marche? Alors bonjour, Jardani, référente ressources handicap à la page. Donc je suis un peu stressée, donc si vous voyez que la voix tremble, c'est normal. Alors la plateforme de prêt de matériel, donc tout d'abord le contexte. Donc c'est d'abord une volonté gouvernementale en fait de développer ce type de plateforme sur l'ensemble du territoire national. Nous en Guyane, donc le constat qui a été fait en 2017, c'est que lorsque l'ergothérapeute réalisait les prestations d'appui spécifiques, elle préconisait pas mal de matériel, et qu'en retour, le matériel n'était pas acheté par l'employeur ou par l'organisme. Donc la question se posait, pourquoi il n'y avait pas d'achat? D'autre part, il y avait un grand manque de fournisseurs en fait, sur le territoire, donc le bénéficiaire ne pouvait pas essayer le matériel avant l'achat définitif. Les délais de livraison aussi sont longs, puisque les matériels viennent en général de métropole. Et ensuite, le dispositif est conjoint donc, entre le FIP et la GFIP, donc, pour mutualiser les compétences, pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Donc, suite à ces constats, donc, une convention a été signée tout d'abord avec la GFIP en 2018, et le FIP nous a rejoint du coup en 2019. Donc, le FIP et la GFIP donc, sont les financeurs de la plateforme, donc ils financent le matériel de la plateforme et les prestations que nous réalisons. Et nous, à la base, on est prestataires, donc nous réalisons les prestations et du coup, nous avons la plateforme de prêt où sont stockés les matériels et nous nous occupons de tout ce qui est maintien. Alors, l'objectif de la plateforme, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap et les professionnels qui les accompagnent d'avoir accès ponctuel et rapide à du matériel adapté. Donc, de tester le matériel avant un achat définitif et mettre en place un prêt en attendant que le matériel soit livré. Donc, on parlait des passes. Donc, lorsqu'on réalise une passe, on envoie des devis. Donc, le matériel doit être commandé. Mais entre le temps que le matériel soit commandé et livré, le bénéficiaire reste en souffrance. Donc, dans ce cas-là, on peut mettre un prêt en place. Donc, apporter une réponse aux passes. Donc, compte tenu de la plateforme de prêt, donc, tout d'abord, c'est des conseils individuels donc, au choix du matériel adapté, donc réalisé par une ergothérapeute. Donc, des essais du matériel donc, dans nos locaux. Donc, ça peut être dans nos locaux, sur le lieu de travail ou le lieu de formation ou lorsque la personne est en télétravail. Donc, ensuite, autre prestation, c'est le prêt du matériel qui comprend l'installation, le réglage, la formation à l'utilisation, l'acheminement, l'enlèvement et la maintenance. Alors, les bénéficiaires, qui peut bénéficier de la plateforme de prêt? Donc, c'est toute
toutes les personnes en situation de handicap éligibles aux aides de la GFIP. Donc ça peut être des salariés du secteur privé, des agents de la fonction publique, des travailleurs indépendants et des demandeurs d'emploi en formation. Donc les prescripteurs, donc Cap Emploi, Pôle Emploi, les missions locales, la GFIP et les VIP. Les employeurs publics peuvent prescrire s'ils ont signé une convention avec le FIP. Et donc ressources handicap formation et en opportunité, donc la médecine du travail peut prescrire et les assistantes sociales dans le cadre de leur mission d'insertion professionnelle. Alors, les modalités de la plateforme de prêt. Donc, l'intervention se fait que sans prescription, donc prescription écrite des prescripteurs qu'on vient de voir. L'intervention se fait sur l'ensemble du territoire guyanais, donc sur les différents lieux. Donc, ça peut être l'entreprise, le centre de formation, le domicile, lorsque la personne est en télétravail. Donc, livraison, installation, réglage du matériel par l'ergothérapeute, contractualisation d'un contrat de prêt donc, entre la page, donc le prestataire, le bénéficiaire et l'entreprise ou le centre de formation. Donc, la durée, c'est 3 mois, jusqu'à présent en tout cas, c'est 3 mois dans le secteur privé et 4 mois dans la fonction publique, renouvelable une fois. Donc renouvelable vraiment en fonction si effectivement le matériel est en cours d'acheminement, que ça prend un peu de temps, donc on prolonge ou on renouvelle le prêt. L'idée, c'est de ne pas être négligent sur la commande et se dire oh là là, j'ai 3 mois plus 3 mois, j'ai 4 mois plus 4 mois, je peux attendre. Parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnerait plus, je pense. Oui, c'est ça, c'est vraiment dans le cas où le matériel est commandé et voilà. Un peu long à arriver. C'est ça, exactement. Ensuite, la restitution donc, qui est envoyée au prescripteur. Donc, pour vous expliquer un peu le processus, c'est tout d'abord le prescripteur donc, qui fait un pré-diagnostic. Donc, c'est lui qui rencontre le bénéficiaire, prend un peu les attentes, les demandes du bénéficiaire. Ensuite, il nous envoie une fiche de prescription. Nous, on a 48 heures donc, pour acquise de réception de la fiche. Ensuite, on a 15 jours donc, pour prendre contact avec le bénéficiaire et l'organisme de formation ou l'employeur. Ensuite, 15 jours pour réaliser la prestation. Donc, c'est-à-dire faire les essais, les conseils, mettre le prêt en place, signature du contrat de prêt. Ensuite, la restitution est envoyée au prescripteur et le prescripteur peut prendre un contact avec l'employeur pour l'acquisition du matériel. Donc, on est à peu près entre le moment où vous sollicitez, c'est le moment où le matériel est en place. C'est un maximum d'1 mois. Alors, c'est le temps maximum qu'on a pour réaliser la prestation. Bien évidemment, tout dépend de notre emploi du temps. De l'emploi du temps de l'ergothérapeute, ça va aller beaucoup plus rapidement. Par exemple, lorsqu'elle réalise les passes, les prestations spécifiques, elle fait des essais aussi sur la plateforme de prêt. Si elle voit effectivement que le prêt convient et on sait déjà qu'il faudra acheter le matériel, que le temps de livraison sera long, elle peut déjà demander une prescription à Cap Emploi pour mettre le prêt en place. Donc la base, c'est cette expertise qui est quasiment une étude ergonomique en fin de compte. C'est ça, exactement. Qui est réalisée et donc vous utilisez votre outil de la plateforme pour faire des essais. Ce qui fait qu'à l'issue de l'étude ergonomique, en fait, on a déjà identifié le matériel qui est adapté. Exactement. Donc, juste quelques chiffres du coup pour l'année 2023 pour vous présenter un peu. Donc, on a eu 26 demandes donc l'année dernière, donc majoritairement des femmes et tranche d'âge. Donc, on voit plus on avance en âge, plus on a de demandes par exemple. Donc, les profils, donc on avait donc en 2023 8 salariés, 9 agents de la fonction publique. Et les autres, donc des stagiaires de la formation professionnelle et un travailleur non salarié. Donc voilà, on intervient sur toute la Guyane, mais effectivement les demandes nous viennent en majoritairement sur l'île des Cayes. Et les types de handicap qu'on retrouve le plus, c'est le moteur. Quand on parle de moteur, ça peut être juste ça peut être des maladies invalides surtout en fait. Donc, les matériels les plus demandés, ce sont des fauteuils ergonomiques.
Donc on en a fait 17 l'année dernière. Ensuite on a tout ce qui est repose-pied, repose avant-bras, souris ergonomique. Ensuite quelques photos du coup du matériel qu'on peut retrouver sur la plateforme. Donc des fauteuils ergonomiques, des fauteuils assis debout, des claviers et des souris. Des reposes avant-bras, souris ergonomiques. Donc là, c'est la représentation d'un aménagement de poste de travail. Aussi des coussins, donc des coussins d'assises, coussins lombaires, coussins de rotation. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors cette présentation était attendue, hein, ça vous l'aviez entendu. Peut-être y a-t-il des questions. Mais votre présentation était très claire, donc mais il y en a quand même. Bonjour madame, est-ce que vous avez des bureaux assis debout électriques? Alors, on en avait un. On en avait un qu'on ne retrouve plus. Voilà. En fait, on a déménagé, donc on a déménagé à plusieurs reprises de nos locaux. On était à Marigny, ensuite on est à la Cayenne, ensuite on est. Donc c'est le temps de le retrouver à Lièvre en fait. Il n'est pas perdu, mais quelque part. Est-ce que vous avez eu des bénéficiaires qui étaient au siège de Cayenne en 2022, là dans votre graphique? Ça me dit quelque chose, je pense que oui. Je pense qu'on en a une demande. Peut-être une phrase. Une autre question? Alors vous avez compris, quel que soit l'endroit, en Guyane, c'est quand même pas rien comme engagement. Hein, donc les employeurs peuvent vous mobiliser pour adapter les postes de travail. Ah, j'avais pas vu, excusez-moi. C'était une question peut-être plus pour Madame Membrun, je ne sais pas si elle est là. J'ai vu que vous n'avez pas de demande pour l'intérieur ou pour l'ouest guyanais. Est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous savez à peu près pourquoi? Notamment moi, je vais prêcher par ma paroisse, hein, la fonction publique territoriale. Je sais qu'au sein des collectivités, notamment j'interviens beaucoup moins au niveau de l'ouest guyanais. Il y a pas mal de situations, donc est-ce que vous savez en tout cas jusqu'à maintenant pourquoi vous n'intervenez pas dans ce secteur géographique? Alors j'ai eu très peu de demandes pour l'ouest. Donc les demandes que j'ai eues émanent directement des agents. Donc je fais remonter et j'attends officiellement les visites auprès du médecin du travail et la demande officielle d'accompagnement. Parce qu'il y a cette particularité de la fonction publique, il faut que la demande vienne des administrations. Je reçois les agents, mais après la demande officielle d'accompagnement doit être faite par l'administration elle-même. Moi j'ai une question à vous deux. Et dans la mesure où, en imaginant que l'agent soit agent de la fonction publique territoriale, donc chez un employeur relevant du centre de gestion, serait-il pertinent qu'en parallèle de l'envoi de l'information de la plateforme à l'employeur, ça puisse être également envoyé au référent handicap du centre de gestion pour que vous puissiez un peu prendre le relais auprès de l'employeur? Alors, le centre de gestion et Cap Emploi travaillent déjà ensemble et on peut déjà également les solliciter notamment sur la partie préventive lorsqu'on fait des manifestations. Moi, je ne suis au centre de gestion, en tout cas sur la partie handicap, que là depuis 1 an. Donc il y a des choses également qui sont à améliorer, oui bien sûr, et à mutualiser, effectivement, pour qu'on soit du coup plus efficace, efficient
pour accompagner les personnes. Mais c'est vrai que ça m'interpelle lorsque j'ai vu les chiffres et que j'ai pas vu l'ouest guyanais, je me suis dit ah. Mais ça reste en voie de développement puisqu'on a un nouvel agent qui vient de prendre ses fonctions sur l'ouest. Donc du coup, le démarchage et la sensibilisation auprès des administrations du territoire sera faite là sur l'année 2024 en espérant qu'il y ait des retours. Et j'en profite, désolée, mais je profite du coup du retour de Madame Montbrun, puisque j'entends que la plateforme de prêt est à 3 mois. Sera à 3 mois. Est-ce qu'on pense que ça sera suffisant lorsqu'on sait que c'est pour l'ensemble du territoire? Moi, je pense notamment aux communes un peu isolées. Il y en a pas mal de collectivités au-delà de l'avion, donc de l'acheminement par avion. Il y a également des problèmes de pirogue et des problèmes d'avion en interne sur le territoire. Donc, j'interpelle parce que moi, je suis sur le terrain, je suis un agent de terrain en tant qu'assistante sociale et je sais très bien que voilà, est-ce que vraiment on pense que réduire à 3 mois pour nous, c'est pertinent? Alors, en fait, le principe est une harmonisation. Nous, on a été dans une démarche expérimentale parce qu'on avait une problématique liée à l'éloignement. Maintenant, il y a une harmonisation des aides et une harmonisation de l'offre d'intervention. Mais comme je l'ai dit, on est sur un principe donc, initial de contrat de prêt qui va être ramené à 3 mois pour toutes les régions. Mais dans le cas où il y aurait un besoin de prolongation par rapport à X raisons, donc j'ai évoqué le délai d'acheminement, mais ça peut être un autre motif. Après validation de FPHFP, donc moi-même, eh bien, il y a l'accord pour bien prolonger. L'employeur va indiquer que c'est plus 2 mois supplémentaires. Si le matériel est immédiatement disponible, eh bien, il n'y a pas de souci, ça va être prolongé. Et je peux témoigner que ça fonctionne puisque je valide assez régulièrement des demandes de prolongation de 1 mois ou 2 mois ou 15 jours par rapport à la réception du matériel. Donc je dirais que, parce qu'après, on n'a pas non plus une disponibilité exponentielle du matériel. Donc du coup, il appartient à l'employeur, dès que l'essai est stabilisé, et non à la fin du contrat de prêt, donc directement de répondre à son obligation qui est d'aménager le poste de son collaborateur et de faire la commande. Parce qu'on a rajouté l'employeur dans la boucle du contrat de prêt pour la simple et bonne raison, c'est qu'au départ, c'était le bénéficiaire et la structure, et il s'avère que l'employeur ne faisait pas le nécessaire. Donc là, il s'engage, et c'est spécifié sur le contrat de prêt, il s'engage à partir du moment où le matériel est finalisé en termes d'essai, qu'il doit procéder à la commande. Et bien évidemment, on va prendre en compte les aléas liés à l'environnement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non? Bon, bien écoutez, là nous arrivons à notre conclusion. Mais merci à tous les intervenants de la table ronde. Alors j'ai vu un petit peu une présence mais en tous les cas, merci pour cette présentation. Merci pour votre participation très active, toutes vos questions pertinentes qui ont enrichi les débats. Et puis, moi j'ai retenu des étapes indispensables, on va dire, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui souffrent de troubles musculo-squelettiques. Mais selon moi, ça s'applique à toutes les pathologies. Donc la première chose que j'ai entendue quand même à plusieurs reprises, c'est cette nécessité de prévention, en fait, de mettre en place de la prévention. Et la prévention, elle passe par la communication, elle passe par la sensibilisation, elle passe par l'information. Et à ce titre, le FIPHFP répond présent, puisque nous finançons des actions de sensibilisation et de communication. Et il appartient à l'employeur, dans le cadre de sa politique handicap qu'il va structurer, qu'il va développer ou qu'il va renforcer, bien, il a cette possibilité-là de faire une action d'information large pour ses collaborateurs, pas seulement forcément orientée sur les TMS, mais ça peut être la qualité de vie au travail ou bien comment pallier à l'absentéisme récurrent, comment mieux aménager l'environnement. Et dans ce cadre, il peut introduire une thématique particulière.
Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a aussi le fait d'accompagner. J'ai aussi beaucoup entendu cette notion d'accompagnement. Et vous avez bien pu voir ce matin qu'il y a pléthore d'acteurs qui ont chacun leur rôle et qui peuvent justement être dans cette dynamique de réseau, une dynamique collective qui est très importante pour justement répondre aux différentes étapes. Et ensuite, vous avez donc des experts qui vont venir accompagner les employeurs. Et qui dit nécessité d'accompagnement, dit inévitablement le nerf de la guerre, financement. Et à ce titre, le FIPHFP, qui vient financer le reste à charge, peut jouer pleinement son rôle auprès des employeurs et des agents qui vont bénéficier de cette aide. Donc voilà rapidement ce que je pourrais dire en termes de conclusion intermédiaire, et je laisse le mot de la fin, bien évidemment, à la directrice du FIPHFP, Marine Neuville. Merci beaucoup.